Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de la semaine. Au programme de ce numéro, des zones du cerveau qui répondent au goût, les premiers outils de l'Homo erectus, des enzymes prises dans un embouteillage et une petite virée au cœur de la Lune. Que vous mangiez sucré, salé ou amer, c'est chaque fois un moment particulier pour vos papilles, mais aussi pour votre cerveau. Et pour mieux comprendre la manière dont le cerveau réagit à ces stimulations, une équipe de l'Université de Columbia aux États-Unis vient d'étudier ce qu'il se passe dans le cortex d'une souris au moment des repas. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une technique au nom un peu barbare, l'imagerie cellulaire à 2 photons. Une technique d'imagerie cérébrale qui vient de leur permettre de découvrir qu'à chaque zone du cortex correspondait un type de goût. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ils ont pu dresser une sorte de carte. Le sel au nord, le sucré à l'est, l'amer à l'ouest et l'umami, l'une des saveurs que l'on peut retrouver dans le fromage ou les champignons, qui elle se ressent plus au sud. En revanche, les auteurs de l'étude n'ont pas su identifier la zone liée au goût acide. Pourquoi ? Eh bien, selon eux, ce goût pourrait agir sur d'autres zones du cerveau plus éloignées, comme par exemple celles liées à la douleur. Aujourd'hui, pour planter un clou, un marteau peut suffire. Mais il y a 2 millions d'années, si l'on voulait bricoler, il fallait un peu ruser. Et à ce niveau, l'Homo erectus ne manquait ni d'imagination, ni de sens de l'esthétique. Car pour couper du bois ou dépouiller une bête, notre ancêtre utilisait un biface, un outil de pierre taillée caractéristique de l'époque aqueléenne, l'une des plus vieilles périodes de la préhistoire. Jusqu'ici, les archéologues pensaient que les plus vieux bifaces dataient d'il y a 1 400 000 ans. Après avoir analysé des outils mis au jour à proximité du lac Turkana, dans le nord du Kenya, une équipe composée de chercheurs français repousse leur âge de 350 000 ans. Les outils bifaces ont quelques particularités. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils sont non seulement taillés dans des pierres d'origine volcanique, une technique reposant sur un système de façonnage, mais ils ont aussi une large base et une partie plus haute ou plus ou moins pointue, relativement tranchante. Répandu très tôt en Afrique, beaucoup plus tard en Europe, vers seulement moins 700 000 ans, cet outil est en somme le couteau suisse de l'époque, sans tire-bouchon bien entendu. Sur la route des vacances, l'embouteillage est toujours la crainte absolue des enfants. Mais si l'on sait que trop de voitures peuvent créer des bouchons, on se doutait moins que certaines molécules pouvaient rencontrer ce type de situation. Une équipe internationale vient en effet de constater que des enzymes capables de grignoter des fibres végétales avant de les transformer en sucre se retrouvaient parfois prises dans un trafic un peu trop dense, au point que leur activité se voit stoppée net. Pour observer ce phénomène, les chercheurs ont utilisé des microscopes à haute vitesse. Ils ont ainsi pu suivre l'action de plusieurs enzymes lors de la dégradation de leur cible. Qu'ont-ils observé ? Eh bien, à peu de choses près ce que vous pouvez voir sur cette vidéo en 3 dimensions. Des enzymes, en bleu à l'écran, évoluent sur une fibre végétale reproduite ici en gris. Leur cadence est alors ralentie par l'arrêt de l'enzyme située en tête du cortège. Conséquence, les molécules qui la suivent sont elles aussi stoppées. Quand on sait que les sucres obtenus grâce aux enzymes sont utilisés pour créer des biocarburants ou des bioplastiques, on comprend mieux l'enjeu de ces travaux. L'objectif étant désormais de résoudre ce problème de congestion du trafic pour améliorer la dégradation de la cellulose. Le 8 septembre, si vous vous trouviez à proximité de la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride, vous avez certainement assisté à un beau spectacle, car c'est depuis cette base qu'a démarré la mission spatiale Grail. Objectif, explorer la structure interne de la Lune, de sa surface à son noyau. Pour ce faire, 2 sondes ont été lancées en orbite, Grail A et Grail B. Les 2 satellites voyageront tout d'abord 3 à 4 mois avant d'atteindre la Lune. Une fois en orbite autour de notre satellite, les 2 sondes couvriront plus de 4 millions de kilomètres chacune, et ce, pendant plus de 3 mois. Les 2 appareils communiqueront entre eux par signaux radio, ce qui permettra de déterminer précisément la distance qui les sépare. Selon les astronomes, le dépouillement de ces données devrait permettre de dresser une carte précise du champ de gravité de la Lune. Grail est la 11e mission sélectionnée dans le cadre du programme américain Discovery, lancé en 1992. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'évolution de notre satellite naturel. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction, scienceactualité.fr. À la semaine prochaine.